Un vaste scandale de corruption dans le secteur de l'énergie secoue l'Ukraine. Vendredi dernier, le pays a été choqué par le départ du chef de cabinet du président Volodymyr Zelensky, Andreï Yermak, considéré comme le deuxième homme le plus puissant d'Ukraine. L'Europe aime se voir comme un continent calme et prévisible, où la bureaucratie avance lentement et où les crises attendent poliment leur tour. Puis la réalité déchire le voile et le masque tombe. C'est exactement ce qui s'est produit cette semaine lorsque le député français Florian Philippot a pris la parole et lancé une véritable grenade politique au cœur du consensus de l'OTAN sur l'Ukraine. Il a déclaré que le récent scandale de corruption à Kiev, culminant avec la démission de hauts responsables et la fuite de dirigeants majeurs du secteur énergétique, n'était rien de moins que l'effondrement du régime de Kiev. Ces mots n'avaient rien du langage diplomatique prudent habituel de la politique européenne. Ils étaient directs, tranchants et touchaient un point sensible que beaucoup préféraient éviter. Et Philippot ne s'est pas arrêté là. Il a exigé que la France mette fin à toute aide financière à l'Ukraine. Pas une réduction, pas un gel temporaire, mais un arrêt total. Il a présenté cela comme un devoir moral envers les contribuables et une nécessité politique pour la souveraineté nationale. Qu'on soit favorable ou non à l'Ukraine, cette déclaration marque l'une des ruptures les plus ouvertes au sein de l'establishment politique européen depuis le début de la guerre. Et cela compte, car la France n'est pas un acteur secondaire. C'est une puissance nucléaire et un pilier de l'aile européenne de l'OTAN. Lorsqu'un responsable politique français affirme qu'il n'y aura plus d'euros pour Kiev, le message dépasse largement Paris. Il atteint Varsovie, Berlin, Bruxelles, Washington et Moscou. Mais les propos de Philippot ne sont pas apparus par hasard. Ils ont éclaté au cœur de quelque chose de plus profond, de plus chaotique et de plus dangereux. Il a démissionné après que l'Agence nationale anticorruption a perquisitionné son domicile. Comme l'explique le correspondant spécial Jack Houston, il s'agit d'une crise frappant le cœur même du gouvernement alors que le pays lutte pour sa survie face à l'invasion brutale de la Russie. L'Ukraine connaît la plus vaste campagne anticorruption depuis le début de l'invasion. Des enquêteurs ont perquisitionné des biens liés à de puissantes figures politiques et économiques. Des responsables du secteur de l'énergie ont fui à l'étranger, tandis que des accusations circulaient concernant la disparition de fonds publics au moment même où l'Ukraine se bat pour sa survie. Andreï Yermak, le chef de cabinet influent de Zelensky, s'est retrouvé au centre de la tempête politique. Non pas parce qu'il a démissionné, ce n'est pas le cas, mais parce que les perquisitions et les scandales touchant son entourage ont déclenché des pressions internes et une suspicion internationale. L'impact visuel à lui seul était explosif. Pour les partenaires occidentaux de Kiev, cela a ravivé une vieille crainte, celle que l'unité ukrainienne en temps de guerre, autrefois perçue comme inébranlable, se fissure sous le poids des pressions politiques, de l'épuisement des ressources et de réseaux de corruption antérieurs au conflit. Pendant ce temps, Moscou a senti une opportunité. Le ministère russe des Affaires étrangères ne s'est pas contenté de réagir, il est passé à l'offensive avec l'une de ses attaques rhétoriques les plus virulentes. La porte-parole Maria Zakharova a transformé le scandale en arme politique. Elle a accusé les gouvernements occidentaux de lécher les bottes de Yermak. Elle a qualifié Zelensky de Frankenstein, construit, financé et protégé par l'Occident. Elle a décrit l'enquête anticorruption non comme un problème de gouvernance, mais comme un abcès pourri en train d'éclater. Ce n'étaient pas de simples insultes. C'étaient des lames narratives dirigées contre la volonté politique de l'Occident. Alors que le gouvernement ukrainien tente de contenir le scandale, les habitants de Kiev ramassent les débris d'une nouvelle nuit d'attaques russes. Dans la banlieue extérieure de Kiev, des drones Shahed de conception iranienne ont ravagé des quartiers entiers. Vitres soufflées, voitures retournées. Un rappel brutal que si les problèmes internes de l'Ukraine s'aggravent, la Russie peut exploiter ces failles pour fracturer le soutien européen, en particulier dans des pays déjà affaiblis par l'inflation, la crise énergétique et les divisions politiques internes. Le message de Zakharova à l'Occident était glaçant. Vous avez construit cela. Vous l'avez financé. Maintenant, regardez-le s'effondrer. C'était de la propagande, oui, mais la propagande est d'autant plus efficace qu'elle s'accroche à une part de vérité.
et Moscou le sait parfaitement. Pendant que la guerre des récits faisait rage, la France a ouvert un nouveau front, un débat interne sur la défense nationale. Le président Emmanuel Macron a annoncé le retour d'une forme de service civique pour les jeunes, une première depuis 1996. Ce n'est pas une conscription à l'ancienne, mais le programme inclut des modules de formation militaire et est présenté comme un effort de résilience nationale. Macron l'a décrit comme une réponse nécessaire à un monde qui se durcit. Il ne l'a pas dit explicitement, mais le message était clair. La Russie devient plus agressive et la France doit se préparer. Ces trois objectifs étaient simples: renforcer le lien entre la jeunesse et l'armée, accroître la résilience nationale et mieux préparer la prochaine génération aux crises. Mais dans les rues de Paris, Marseille et Lyon, la réaction a été rapide et sceptique. Beaucoup de citoyens n'y ont tout simplement pas cru. Une femme a déclaré qu'elle n'était ni pro-russe ni pro-ukrainienne, mais qu'elle pensait que les citoyens étaient inutilement effrayés. Un autre a souligné que la France n'avait même plus l'infrastructure nécessaire pour un service de masse. Au milieu des ruines, nous rencontrons Pavlo, déplacé de Donetsk, qui pleure déjà son fils tué quelques mois plus tôt. Mon fils faisait du bénévolat. Les Russes l'ont frappé avec un drone alors qu'il était dans sa voiture. Il livrait de la nourriture à Kramatorsk, à seulement 4,5 km de chez nous. Il n'y a plus de caserne, plus de structure, plus rien. D'autres ont dénoncé une simple mise en scène politique, une stratégie de communication plutôt qu'une véritable réforme de la défense. Certains ont averti que lier les programmes pour la jeunesse aux tensions géopolitiques était malsain, voire manipulateur. Ce fossé entre la vision de Macron et le scepticisme du public n'est pas anodin. Il révèle une fracture plus large qui traverse l'Europe. Les gens sont fatigués. Fatigués de l'inflation, des alertes permanentes, de l'urgence sans fin, fatigués d'être invités à se préparer à la guerre pendant que la vie quotidienne devient plus chère et plus incertaine. Ainsi, lorsque le gouvernement français pousse un programme semi-militaire, le public se demande instinctivement: s'agit-il vraiment de sécurité nationale ou de politique ou de peur? Et lorsqu'un député français parle d'effondrement du système ukrainien, une autre question émerge. Finançons-nous une guerre dont les fondations politiques se fissurent? Ces questions, autrefois murmurées, sont désormais exprimées à voix haute. En réunissant ces éléments, on voit un véritable autocuiseur géopolitique en surchauffe. L'Ukraine affronte une crise de corruption interne au pire moment possible. Une figure politique française déclare l'effondrement du système de Kiev et réclame la fin de l'aide financière. La Russie lance une offensive narrative pour affaiblir la confiance occidentale. La France réintroduit une forme de service civique militaire, signalant une préparation à un conflit long. Et le public français résiste, rejetant la politique de la peur et doutant même de la menace russe. Chaque événement pris isolément est important. Ensemble, ils deviennent dangereux. Un moment rare où politique, opinion publique, stratégie militaire et récits mondiaux entrent en collision. Et cette collision frappe au cœur même de l'Europe. Car si le soutien à l'Ukraine se fracture en France, il se fracture en Europe. Et si les Européens perdent confiance dans le discours de leurs dirigeants sur la guerre, l'instabilité politique suivra. Pavlo a fui l'Est pour trouver refuge à Kiev, mais les drones russes l'ont suivi. Il raconte comment il est resté éveillé dans son salon, écoutant les explosions. Des images montrent l'instant précis de l'impact. Si les scandales de corruption à Kiev s'aggravent, la confiance et le financement pourraient s'évaporer. Et si la Russie perçoit une Europe divisée, elle exploitera chaque fissure jusqu'à faire s'effondrer l'unité. Voilà la vérité profonde derrière les gros titres de cette semaine. Il ne s'agit pas seulement d'une démission, ni d'un discours, ni d'insultes russes, ni d'un service civique. Il s'agit de l'Europe qui approche d'un moment qu'elle espérait ne jamais vivre. Celui où elle devra décider si son soutien à l'Ukraine relève du théâtre politique ou d'une nécessité stratégique. Un moment où l'épuisement du public se heurte à la réalité géopolitique. Un moment où la guerre des récits devient presque aussi importante que les chars et les missiles. Le scandale en Ukraine, la réaction française et la fureur de Moscou ne sont pas des tempêtes isolées. Ce sont les symptômes d'un basculement plus large,
où la confiance devient le champ de bataille, où la perception publique devient une arme stratégique et où l'unité n'est plus acquise, l'Europe pensait avoir du temps. Du temps pour débattre, négocier, posturer, mais le temps est la ressource que ce conflit consume plus vite que l'argent. Chaque scandale à Kiev accélère le doute. Chaque sortie politique à Paris élargit les divisions. Chaque récit russe nourrit le scepticisme. Chaque politique impopulaire érode la patience du public. Au final, l'Europe se retrouve coincée entre la peur et la fatigue. Peur de l'agression russe, fatigue face à la crise permanente, peur que la guerre s'étende, fatigue envers des dirigeants perçus comme déconnectés, peur que l'Ukraine s'effondre sans soutien, fatigue de financer une guerre sans horizon clair. Quand la peur et la fatigue se rencontrent, la politique devient instable, les récits deviennent des armes et les décisions deviennent imprévisibles. C'est cela, la véritable histoire. Une Europe moins unie, moins confiante et incertaine de sa prochaine décision. Une Ukraine qui lutte pour survivre tout en tentant d'éradiquer une corruption capable de tout faire s'effondrer. Une Russie qui voit le chaos comme une opportunité. Une France tiraillée entre ambition de leadership et défiance populaire. Et un Occident qui réalise lentement que les séismes géopolitiques ne s'annoncent pas. Ils se construisent en silence, couche après couche, tension après tension, jusqu'à ce que le sol cède soudainement. Ce qui se passera ensuite dépendra d'une seule question brutale. L'Europe a-t-elle l'endurance nécessaire pour soutenir l'Ukraine malgré les tempêtes politiques, les enquêtes de corruption et la lassitude du public? Ou commencera-t-elle à se fissurer lentement, puis soudainement?